et à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle édition, cette première session 2012 des rencontres vidéoludiques. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas subir une heure de cours sur le jeu vidéo, ça va être tout le contraire puisque c'est vous qui allez débattre, c'est vous qui allez rebondir les uns sur les autres, sur les idées de chacun, afin de rendre cette heure la plus vivante et surtout la plus intéressante possible. Alors dès que vous avez envie de lâcher votre petit grain de sel, n'hésitez pas à lever la main, j'essaierai de vous donner la parole au mieux possible. Et puis boum, c'est parti, vous essayez d'enchaîner deux invités de haute voltige ce soir, puisque nous avons Monsieur Eric Viennot. Présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, je suis donc cofondateur et directeur de création du studio Lexis Numérique, qui s'est fait connaître il y a une quinzaine d'années, en commençant par des jeux pour enfants, notamment les aventures de l'oncle Ernest. Peut-être certains d'entre vous qui sont parmi les plus jeunes y ont joué il y a une dizaine d'années. En essayant de faire en même temps des jeux très commerciaux, on ne va pas trop détailler ici, en essayant en même temps de faire toujours des concepts un peu, des ovnis, des concepts originaux, comme In Memoriam, il y a aussi une dizaine d'années, Expérience 112, plus récemment Ray Johnson Chronicles, que vous pouvez trouver sur PSN, et donc il sortira une suite très prochainement, à la fois sur PSN et IPLA. Et puis un partenariat aussi avec Paul Cuisset, on ne présente plus, c'est le créateur de Flashback et d'autres jeux renommés. Voilà, donc ce qui a fait le lien de tout ça, c'est l'envie de faire bouger justement les lignes, parce qu'on est indépendant, on l'a toujours été, et c'est une liberté qui nous coûte cher, et en même temps qu'on essaie de préserver, et on essaye à la fois de continuer à avancer, à innover, tout en étant le plus rentable possible, ce qui n'est pas toujours évident dans la conjoncture actuelle. Merci beaucoup Eric, et à sa droite, le Célesto Cosmico Ménestrel haut du Virgile. Ce qui est bien avec Eric, c'est qu'il vient de Marseille et moi Marseille c'est dans mon cœur. Donc vous avez deux Marseillais quelque part à Paris, c'est bien. On en parlera après. On en parlera après. Je suis très content pour Paris, Zlatan et tout. Moi, effectivement, ça fait 16 ans que je travaille dans le monde du jeu vidéo, dans la presse du jeu vidéo, de Joypad, la PlayStation Magazine et aujourd'hui avec Gameblog.fr. Effectivement, comme le dit admirablement Julien, je préfère le thème Ménestrel pour des raisons vraiment profondes. C'est-à-dire que moi je trouve que notre univers du jeu vidéo, c'est le monde du divertissement. Et le divertissement, notre rôle à nous, c'est d'en parler entre passionnés, d'essayer d'analyser le mieux possible, pour nous qui avons la chance d'être des privilégiés et d'être de l'autre côté de la barrière, de pouvoir être en contact de développeurs, d'éditeurs, de créateurs de jeux vidéo, de ces expériences-là, et pouvoir vous le retransmettre le mieux possible, le plus justement possible, pour vous conseiller quand c'est bien, quand c'est moins bien, pour essayer de trouver des choses. Et pour ça, il y a, à mon sens, une espèce de rôle de passeur. Et aujourd'hui, à une époque, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, parce que finalement c'est totalement convergent avec le jeu vidéo, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité de partager encore plus vite, et je pense que ça fait vraiment sens. Donc moi, le jeu vidéo, j'aime ça passionnément, j'aime me plonger dans ces aventures, j'aime quand effectivement il se passe des choses, quand les jeux vidéo essaient de sortir un petit peu du cadre, quand il y a des expériences un petit peu originales, quand il y a des prises de risques. Et j'aime aussi ne pas être figé et juste me contenter de jouer et donc de voir quand il y a l'industrie en train de bouger. Honnêtement, en ce moment et depuis quelques années et dans les années à venir, on est au cœur de véritables révolutions dans la manière dont on conçoit les jeux, dans lesquels on les joue et dans lesquels on les partage. Et je pense qu'on va en parler là. Et il se passe vraiment des choses, et plutôt que jouer les autruches à se dire non, mais ce sera toujours comme avant, il y a un terme que je déteste, c'est ne jamais ou ne toujours. Ça change tout le temps et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup Julien. Quant à moi, voilà, je m'appelle aussi Julien, puisque c'est un prénom qui marche plutôt bien dans le jeu vidéo. Donc je serai le maître de cérémonie ce soir. Et à la base, moi j'avais proposé un autre sujet qui n'avait rien à voir. C'était Michael Newton, son corps est-il naturel? Parce que quand vous allez voir la baraque que c'est, j'aime bien Michael. C'est un figure de Blade. Ce soir, donc c'est pareil, présente-toi. Je vais me présenter simplement, Michael Newton, mon vrai prénom c'est Julien. Il n'y a que des Juliens dans le jeu vidéo. Donc moi je suis président de l'association Loisirs Numériques,
Président, c'est un bien grand mot pour dire responsable, celui qui s'occupe de tous les problèmes. Quand il y a des choses qui se passent mal, c'est moi qu'on vient voir. Que dire de plus? Moi, ça fait un petit moment que je travaille dans le jeu vidéo aussi, mais à plusieurs postes différents. On va se concentrer sur l'association et toutes les missions qu'on a qui sont faire des jeux, des tournois, des jeux concours, des choses qui sont vraiment en rapport avec le jeu vidéo pour le divertissement de chacun. Et puis un grand fil rouge qui sont les journées mondiales du jeu vidéo qu'on essaie d'imposer au monde. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on fera des événements dans Paris, on proposera à tout le monde d'en faire un peu partout dans le monde. Ce sera entre le 23 et le 25 novembre de chaque année désormais, j'espère, en espérant que chacun suivra cette petite directive. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que voilà, n'hésitez pas à tweeter, n'hésitez pas à parler de cet événement, de ces rencontres vidéoludiques qu'on essaiera de faire. Très régulièrement, c'est-à-dire la prochaine sera au mois de septembre, et puis on essaiera de faire ça une fois par mois. Donc à peu près la 3e semaine chaque fois de chaque mois. Je ne sais pas pourquoi la 3e semaine, on m'a dit que c'était la semaine, mais on ne peut pas la 3e semaine le mercredi, donc je vous redirai la date sur internet comme d'hab. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à tweeter, le hashtag c'est LRV01 comme les rencontres vidéoludiques. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Et puis, ne baillez pas, sinon Iris qui est vigile. Non, mais sinon, ils sont remboursés. Sinon, ils sont remboursés. Voilà, c'était pas gratuit. Merci beaucoup. Voilà, bien avec plaisir, merci à vous. Bon, ben voilà, on se connaît un peu tous maintenant. Ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, du thème de ce soir, qui est les nouvelles façons de jouer, on va revenir vraiment dans les très grandes lignes sur les manières un peu plus traditionnelles de jouer, celles qui sont vraiment ancrées en nous, parce que même s'il y a énormément de passionnés et de gens qui s'y connaissent ce soir, il ne faut pas oublier les néophytes et ceux qui s'y connaissent un tout petit peu moins. Donc c'est pour ça qu'on va démarrer là-dessus. Eric, Julien, qui voudrait prendre la parole pour cette première rencontre vidéo? Eric, forcément. Eric, je t'en prie. Moi, je dis, il n'y a pas vraiment d'ancienne manière, de nouvelle manière. Comme je disais en préparant la journée aujourd'hui, ma fille, elle a 10 ans, elle joue encore aux oncles Ernest sur CD-ROM, qui date il y a 15 ans, sur un vieux PC que j'ai conservé pour elle, parce que ça ne marche plus sur les dernières versions de Windows ou de Mac. En même temps, elle va jouer chez des copines sur Kinect, faire des trucs de danse. Elle joue à Call of Duty avec son frère. Elle joue sur... À quel âge? Elle a 10 ans. Est-ce que tout le monde a une fille qui fait tout ça? Non, mais je veux dire, le jeu pour elle, c'est pas avant et après. Je vais vous donner une autre anecdote. Mon fils qui est plus âgé, qui aujourd'hui a 16 ans, lui il joue plus. C'est tant mieux, maintenant il passe dans la vraie vie, il est plutôt attiré par les filles. Tout va bien. Tout va bien pour lui. Moi je joue un peu à Skyrim quand il a un peu de temps. Et en fait, lui, il y a 7-8 ans, je l'ai raconté je crois sur mon blog, mais un jour j'avais découvert un Pac-Man sur internet. Il arrive et il commence à y jouer et puis il dit oh, il est génial, elle est géniale cette démo, parce que j'avais pris quelques niveaux. Il me dit mais il sort quand ce jeu? Comme si pour lui c'était un jeu qui allait sortir, il n'y avait pas d'anciens jeux et de nouveaux jeux. Je pense qu'un jeu quand il marche, il n'y a qu'à voir par exemple le Rayman, le dernier Rayman qui est sorti, il y a plein de choses qui viennent d'anciens jeux, un mix 2D, 3D qui est vachement intéressant. Et on peut comme ça, il n'aime rien, c'était un jeu qui était finalement en 2D, quoi, j'ai jamais fait de jeu en 3D, pas personnellement, donc je pense qu'on peut faire des jeux avec du texte, on peut faire des jeux avec très peu de choses. Bon, ceci dit, c'était une critique par rapport au fait de dire j'aime pas le fait que, notamment sur certains sites de jeux, c'est toujours la nouveauté, la dernière feature, de trucs. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et puis dire moi, il y a des jeux, je découvre des jeux qui sont sortis il y a 2 ans et j'y joue avec plaisir. Il faut arrêter d'être toujours là, accro au dernier jeu qui va sortir. Donc ça, c'est une petite critique par rapport à la nouveauté. En même temps, moi, je suis game designer, j'ai une vision, j'essaie d'avoir une vision à long terme, à 2-3 ans, voire peut-être plus, je sais. Et c'est vrai qu'on est fasciné par la technologie et c'est vrai que chaque fois un nouveau truc arrive, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec quand on est game designer. Donc on est pris entre cette idée d'avoir
le souhait que nos jeux restent comme un livre ou une émission, un film ou une série, ça reste le plus longtemps possible, et en même temps pris par cet enchaînement technique qui fait que l'oncle Ernest aujourd'hui ne peut plus y jouer, In Memoriam ne peut plus y jouer, et en même temps ça fait partie de notre industrie. Okay. Alors, est-ce que du coup, vous êtes d'accord parce que... Ah, juste un tout petit complément. Quand on dit les anciennes et les nouvelles, forcément si on parle des anciennes, on imagine tout de suite un joystick avec un bouton, les vieux jeux, sans partir à la vectrice de télévision et compagnie. Mais ce qui m'étonne, moi, et ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, si on y regarde bien, ces anciennes manières de jouer, elles sont encore très présentes. Alors certes, il n'y a plus les sticks, qui peuvent exister encore, mais ils sont plus prégnants. Mais par exemple, avec ça, et on retrouve exactement ces manières de jouer. Ces anciennes manières de jouer qui sont finalement des gameplays extraordinairement simples, qui demandaient un bouton unique à appuyer, parfois simplement une direction, parfois juste une direction ou juste un bouton. Et on y revient avec des appareils qui sont extraordinairement modernes et qui proposent, parce qu'ils n'ont pas les spécificités d'avoir toutes ces touches, ces sticks analogiques, etc., qui sont incroyables et qui ont permis des avancées fantastiques dans le jeu vidéo. Dans la 3D, on n'imagine pas un jeu 3D de plateforme à Mario 64, etc., sans les sticks analogiques. C'est ça qui a permis effectivement qu'on puisse s'y repérer, qu'on puisse gérer la caméra. Mais pour autant, quand on revient à des expériences plus simples, celles qui probablement, pour quasiment tous parmi nous, nous ont fait aimer le jeu vidéo. Moi je me rappelle, les premiers jeux auxquels j'ai joué, ils n'étaient pas compliqués. Ils m'ont fait rêver parce qu'ils étaient beaux avec mes yeux d'enfant. Ils m'ont fait rêver parce que les gameplays étaient simples et que je rentrais facilement dedans. Parce que je jouais avec mes potes, parce qu'on comparait nos scores. Pas parce que l'histoire était forcément incroyable ou les graphismes merveilleux, puisqu'à l'époque ça n'était pas le cas. Et ça, on l'a un peu trop oublié, j'ai l'impression. Et effectivement, comme tu le dis, Eric, beaucoup de joueurs qui se revendiquent être des joueurs chevronnés, des gamers, des hardcore gamers, un peu des gardiens du temple, et qui se disent, qui jugent un peu qu'est-ce que doit être un jeu d'aujourd'hui, en 2012, et bien oublient parfois que, moi, à mon sens, la première notion qu'on doit avoir quand on regarde un jeu, c'est est-ce qu'on s'amuse, est-ce qu'on prend du plaisir, est-ce qu'on est surpris, quelle est l'expérience de jeu. Et c'est pourquoi, moi je trouve qu'on peut avoir des appareils qui sont peut-être éloignés de l'ADN spécifique du jeu et qui procurent des sensations très plaisantes, très fun, et qui n'en procurent pas d'autres. Et tout ça est, à mon sens, complémentaire. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus différentes strates qui sont des compléments. Et que désormais, chaque joueur, en fonction de ce qu'il attire. Moi, je veux une expérience très profonde, un gameplay très étudié, très précis. Ok, je vais plutôt joueur PC parce que la souris va aller plus vite sur des FPS ou des choses comme ça qui vont me permettre d'avoir du skill. Vraiment, ou si je veux une expérience très immersive, etc., je vais avoir ma console. Ou si je veux juste du fun, la course au point et comparer mes scores avec mes potes, un smartphone ou une tablette peut être très suffisant, et on le voit pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de revenir finalement à beaucoup d'éléments dans le jeu vidéo que chacun a à manger, en fait. Du coup, est-ce qu'il y a quelques... Magnifique. Comment tu t'appelles? Mohamed, Momo. Je t'en prie. Justement, pour abonder dans ton sens, on n'aura pas un FPS sur un smartphone. En général, ce qu'on a sur un smartphone pour le course au scoring, c'est plus les shoots and ups, c'est un simple jeu de plateforme. On n'aura pas un Call of Duty sur un smartphone, on n'aura pas... donc oui, je pense que oui, c'est clair quand tu dis que tout dépend du médium, de l'intérêt, de ce qu'on cherche dans l'expérience de jeu. Oui, c'est complètement ça. Et je pense qu'il n'est pas important que chaque plateforme propose tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Call of que ce ne sont pas des plateformes qui peuvent apporter du plaisir de jeu. Est-ce que tu te limites pas dans ces cas-là, justement? Mais je pense qu'aujourd'hui, un joueur, si le jeu vidéo est important, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, à la base, le jeu vidéo, c'est un divertissement. Donc c'est comme tout divertissement, c'est totalement dispensable. Dans une période aujourd'hui un peu de crise, où forcément les gens regardent un peu mieux comment ils gèrent leur argent, il va falloir se nourrir, ensuite il va falloir se loger, il va falloir s'habiller, si on a une famille, il faut gérer tout ça. Donc cinéma, musique, livres, etc., jeux vidéo, tout ça c'est pas très grave. Et donc, à la fin, il faut juste penser à qu'est-ce que j'aime. Et donc, par exemple, mais je ne veux pas me rester concentré sur un smartphone ou sur une tablette, parce que moi je joue plus sur console ou sur Kinect, sur téléphone, je me suis toujours fiché de la plateforme. Je m'en tape. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est les jeux. C'est pas
l'appareil soit tu l'as, soit si vraiment il y a un jeu exceptionnel qui toi t'attire, et qui attirera peut-être pas ni toi, je vais prendre cette machine parce que je le veux vraiment. Mais ça c'est pour les gamers chevronnés. Est-ce que c'est pas un point de vue justement peut-être trop spécifique à ce niveau-là? Eric ou quelqu'un du public peut-être? Moi je crois qu'il faut, en tant que game designer, il faut essayer de trouver, quand on travaille sur une plateforme, le gameplay ou l'expérience de jeu le mieux adapté à cette plateforme. Et quand on voit l'histoire du jeu vidéo, là on a des spécialistes, on a ça. On a souvent des grands standards qui sont arrivés au bon moment sur une plateforme. Sans parler évidemment des jeux de Nintendo qui sont complètement réfléchis, la plateforme et le logiciel sont complètement pensés en même temps. Mais d'une façon plus générale, il y a des grands jeux de la PS2, il y a toujours eu des grands jeux qui sont arrivés au bon moment sur une plateforme parce qu'ils correspondaient en termes d'expérience, en termes de gameplay à la plateforme sur laquelle ils étaient vraiment dédiés à un moment donné. Alors on a des bonnes sensations, mais est-ce qu'elles sont meilleures? Est-ce qu'on pourrait dire, voilà, moi je préfère tel type de jeu sur Kinect, PS Move, Wii, ou est-ce que voilà, ça reste limité? Est-ce que vous, par exemple, vous allez préférer, comme tu disais, je sais pas, un shoot'em up sur un smartphone ou une tablette, plutôt que de jouer à une borne d'arcade? Est-ce que pour vous, ça influe vraiment? Est-ce qu'il y a besoin nécessairement d'un plus lorsqu'on avance technologiquement ou pas? Ouais. Non, pas forcément. Comment tu t'appelles? William. Merci. Moi je trouve pas que forcément il doit y avoir un plus au niveau du gameplay généralement. Pourquoi? Moi j'étais un ancien gamer, généralement je commençais sur Super, PlayStation, etc. Je jouais à des jeux de baston. Mais ça fait 1 an ou 2, généralement, que la plupart du temps que je joue, c'est à Kinect, c'est à Wii, c'est à PlayStation. Pourquoi? Parce que je joue pas tout seul. J'arrive à jouer avec des personnes qui, avant, étaient réfractaires aux jeux vidéo. J'ai l'impression un peu de retrouver comme au cinéma, en fait. Ceux qui aiment des films comme Top Gun, Matrix, et ceux qui aiment du Audiard, etc. Donc c'est le même principe, en fait. C'est pas parce qu'on aime un style qu'on doit être fermé à l'autre, tout simplement. Donc en fait, Non, mais la diversité, tout ça, c'est bien. Il faut aimer plein de choses et chaque personne est libre d'aimer des choses. Et il n'y a pas un style de jeu qui est sale, genre ah t'aimes ça, ah attends, t'es pas un vrai joueur parce que t'aimes Wii Sport. Bah si, il s'éclate et tout. Les joueurs, super. Le Pong c'était pas un truc de ouf. Maintenant le truc c'est ping-pong, ça va. ouais. Moi je m'appelle Max. Moi je pense que ce qui peut changer, c'est que ça fait 35 ans, 40 ans que le jeu vidéo existe et que c'est la première fois qu'on entend parler de noblesse dans le jeu vidéo. Que des choses seraient plus nobles que d'autres, que certaines seraient plus. Un peu comme le cinéma d'il y a 60 ans où les gens commençaient à dire ça c'est un film d'auteur, ça c'est pas un film d'auteur. Donc le jeu vidéo commence à avoir sa révolution interne dans cette notion de noblesse. Et ça change tout. Est-ce que c'est lié à nous? Parce qu'au final on a grandi, on n'est plus les mêmes. Tu penses pas? Je pense que c'est lié au support. C'est lié au support, à l'industrie, à tout ça, je pense. Nous, pas tellement. Moi j'ai une impression, qui est peut-être totalement fausse, hein, mais ça m'arrive souvent. J'ai l'impression qu'on arrive à un moment où notre génération, enfin les gens qui ont baigné dans le jeu vidéo, qui ont connu, peut-être pas forcément dès le début, mais enfin vraiment sur un peu l'âge d'or, on va dire, ils ont un peu l'impression qu'on leur vole leur bébé. Et qu'il y a ce moment où le jeu vidéo, ils n'avaient qu'une envie, c'est que plus de monde qui joue, en parle, etc. Et c'est en train de se produire. Et ils se rendent compte en fait qu'on leur vole. Enfin, moi je pense pas, mais ils ont cette sensation-là, comme tout truc un peu élitiste, où à l'époque, quand Final Fantasy ça sortait qu'au Japon et après aux États-Unis, c'était génial, c'était dingue. Et puis dès que ça a commencé, genre FF7, ah t'as commencé Final Fantasy avec le 7, ah t'es un ringard, etc. Voilà, et oh, on se détend tous un grand coup quoi. Il y a eu le même phénomène dans le cinéma. À un moment donné, il y avait les puristes qui, quand le cinéma parlant est arrivé, refusaient le cinéma parlant parce qu'il y avait déjà une grammaire qui s'était établie depuis 30-40 ans et ils ont eu du mal à passer au parlant. Et il y a eu, quand on lit aujourd'hui les comptes rendus de l'époque, on retrouve un peu les mêmes discussions, des premiers passionnés qui étaient vraiment des gens qui voulaient rester dans une idée du cinéma, d'une chapelle, et puis après les autres qui voulaient au contraire que ça passe au niveau du grand public. L'histoire se répète. Attends, juste 2 secondes, excuse-moi. On t'écoute, tu t'appelles? Stéphanie. Et après on reprendra. Non, en fait, j'avais une remarque pour rebondir un petit peu tout ça. Finalement, on parle de plateforme, de Kinect, de jeux en groupe, mais finalement, c'est pas tellement les jeux vidéo qui ont changé, c'est les joueurs. Bah justement, il n'est pas d'accord, Max. Ouais, c'est un bon débat parce que déjà, des jeux en groupe actuellement, pour en trouver, il faut en chasser. Moi, j'ai une copine, ça m'arrive, désolé. Qu'est-ce que t'appelles un jeu en groupe? Un jeu où on joue à 2 sur un canapé. C'est très con. Hein. On invitait un pote, on prenait de la bière, si on avait la C'est en voie d'extinction, ça. Voilà. Ça, c'était... D'accord. Parce que de base, les jeux Kinect, etc.,
tu joues pas en ligne, tu joues à plusieurs. Les jeux Kinect, ça joue pas sur un canapé par définition. Oh, tu peux faire, tu peux essayer. Ils ont eu des problèmes. Mais il y en a quand même. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Genre, on demande le multijoueur d'y jouer en ligne. C'est un peu ça l'idée, quoi. J'ai chassé 4 Call of pour en avoir un où je pouvais jouer avec ma copine et c'est sur un canapé contre des bots. Ouais. Un truc très con. Mais bon, c'est un truc il y a 20 ans, Perfect Dark, GoldenEye, non, GoldenEye pas de bots, mais bon, bref, tout ça. Il n'y avait que ça. C'est pas chaud. Ouais, même les jeux de course, effectivement, c'était splitté en 2 ou en 4 sur les Force Speed ou autres. Et La taille des télés ont augmenté, le nombre d'écrans splittants ont diminué. Cherchez la logique comme ça, mais rien à dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était sur la MJP, où il faisait un sondage sur les joueurs et il disait qu'en France, je sais n'importe quoi, il y avait 50% de joueurs, mais que sur ces 50% de joueurs, en fait, il n'y en avait que 20% qui se considéraient comme des joueurs. En fait, il y a des gens qui jouent, mais qui, quand on leur demande, parce que sur Facebook, peut-être que voilà, mais se dit c'est pas vraiment un jeu, alors que quelque part, c'est voilà, je crois. Juste après, on reviendra vers vous. Ouais. Vous voulez rebondir, Jules, ou on laisse... Non, mais je suis super d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de gens qui jouent au démineur sur Windows, qui jouent à Snake sur leur Nokia Redmi Frigo, là, et qui se disaient, moi, jouer, jamais. Mais si, tu joues. C'est-à-dire que, mais parce que aussi, je pense qu'il y a une espèce de pression, il y a une pression des true gamers qui, si t'as pas fait Zelda, machin, t'es pas un joueur, c'est pas des jeux. Mais si, enfin, jouer au bis, c'est jouer. Après, c'est pas du jeu vidéo. Mais donc, jouer à l'équivalent d'un petit jeu, donc un solitaire ou un démineur, c'est du jeu vidéo, parce que c'est sur un écran, c'est codé, des 0 et des 1. Il n'y a pas de honte. Et c'est là où effectivement le jeu vidéo est vraiment en train de se répandre dans toutes les couches de la population, des âges, des sexes, etc. C'est qu'en fait maintenant tous on joue. Après il y a ceux qui se la jouent pas, mais c'est pas très grave. Et tu voulais rebondir là-dessus? Oui, aussi sur ce que disait la demoiselle, sur Stéphanie. Par rapport à ce sondage, effectivement, il y a des joueurs qui ne se considèrent pas comme des joueurs. En fait, je crois que ça part surtout d'une image assez péjorative, une image qui est montée, un profil du geek, ou du joueur, en tout cas un profil du joueur qui a été conçu par la société. Alors on peut trouver ça regroupe plein de choses. C'est quelqu'un qui va passer ses journées, ses nuits sur le jeu, qui va rater ses études, qui n'a pas d'amis, qui a peu de vie sociale. On peut trouver plein de choses. Toutes les personnes présentes ce soir, quand non, il y a un profil type qui est établi du joueur. On sait très bien tous que c'est pas la réalité, sauf qu'il y a des gens qui, sans s'intéresser réellement aux jeux vidéo, se font cette image préconçue. Et du coup, quand ces gens-là vont jouer avec leur smartphone, par exemple, ils vont jouer à Angry Birds, hein, c'est le plus gros succès, un des plus gros succès récemment. Quand on va leur demander s'ils sont des joueurs, s'ils jouent aux jeux vidéo, tout de suite, ah non, moi je joue pas aux jeux vidéo, etc. Non, pas du tout. Et pas du tout. Et tu joues pas du tout sur ton smartphone. Et la personne dit, ah oui, si, je joue un peu à Angry Birds, mais c'est pas pareil. Parce qu'ils ont dans l'idée qu'un joueur, c'est quelqu'un qui va passer des heures sur un jeu, peut-être, ça va être vraiment son loisir à temps plein, et qu'à partir du moment où cette personne elle ne joue que dans les transports en commun, elle va considérer qu'effectivement elle n'a pas ce type de profil, elle n'a pas un profil de joueur qui joue pendant des heures, et donc elle ne fait pas partie de cette catégorie. Mais quelque part, est-ce que c'est grave? Non, absolument pas. On s'en fout. Non. On est joueurs ensemble. On aurait fait le même événement il y a 10 ans, ou même 5 ans. Et moi je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de filles ici, et c'est pas genre, il y a des filles qui jouent, etc. Mais c'est brassé maintenant, totalement, et c'est intégré. Notre génération se fout totalement de, genre, j'ai honte de dire que je suis joueur, on s'en tape, enfin voilà. Et c'est pas grave s'il y a des gens qui ne s'assument pas, ou qui se considèrent pas comme joueurs. Ça avancera, le jeu vidéo désormais est un divertissement majeur, de tous les niveaux, économique, social, etc., pour nos générations, et les générations qui viennent, évidemment, baignant de base dedans. Il n'y aura même pas besoin de leur apprendre, quoi. Ils naissent avec. Juste une petite remarque, ce que dit monsieur, ça me rappelle dans la Japanime à l'époque du Club Dorothée, ou encore Télérama, tout ça, la Japanime c'est de la merde, Gagabolien, tout ça. Et il y avait ceux qui disaient Miyazaki c'est génial, mais c'est pas de la Japanime. Voilà. Moi ça me rappelle ça, il n'y a que les films de Miyazaki ou Ghibli, mais le reste ça n'existe pas. Tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi je voudrais... Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Simon. Donc moi je voudrais quand même déplorer quelque chose, c'est que effectivement la diffusion massive du jeu vidéo à travers le monde a eu comme effet pervers direct la marketingisation, le beau néologisme s'il en est, du concept en lui-même, et qu'au final effectivement il y a Julien qui a souligné quelque chose qu'on sait tous ici mais qui paraît de moins en moins évident, c'est que la caractéristique principale de ce qu'on attend dans les vidéos c'est le fun. Et cette dimension est en train, enfin, pas systématiquement, mais de temps en temps,
de manière moins en moins marginale, disparaître au profit du profit, justement. Excusez-moi. Et moi, c'est quelque chose qui me heurte un peu. Par exemple, on pourrait parler de la série des Call of. On a peut-être chacun notre avis dessus. C'est qu'un exemple. Hein. C'est le premier exemple qui me vient en tête parce qu'à mon avis, avec celui des Guitar Hero, c'est celui qui est le plus parlant. Aujourd'hui, le fun tend à disparaître au profit justement de cette espèce de désir de vendre avant de faire profiter vraiment le joueur. Ouais. Voilà. C'est comme le cinéma avant et après Top Gun. Il y avait du Coppola, après il y a eu Top Gun, tu dis un film pas terrible avec des effets spéciaux. Pourtant, il y en a qui kiffent. Non, mais je connais les filles à l'heure actuelle, elles ont 35 ans, elles disent oh, Top Gun, Tom Cruise, c'est mon gars. C'est le même principe. Je connais les mêmes. Non, sur la notion de fun, oui, mais l'argent, de toute façon, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est moi qui suis en tant que développeur en contact avec les éditeurs, c'est la première chose qu'ils vous demandent quand vous leur présentez une démo, pourquoi ton jeu il est fun. Surtout quand on arrive avec un nouveau concept, et c'était pas évident quand je suis arrivé avec Immemorial, de montrer ce truc-là était fun chez Ubisoft. C'est pas évident. Il y a des gens chez Ubisoft qui ont eu quand même qui avaient une ouverture d'esprit, et oui, ça peut être fun parce que pour telle et telle raison. Et j'ai cité sur mon blog le cas de Ueda avec Ico. J'imagine Ueda présentant Ico à Sony, la première fois. Le boulet, quoi, trimballer là-dessus, c'est quand même un boulet Ico. En quoi c'est fun? Wright dévoilant les Sims la première fois, pas d'armes, pas de combat. Voilà, il y a des jeux qui sont arrivés, qui ont vraiment marqué une rupture et qui, a priori, n'étaient pas forcément fun comme ça. Donc le fun, c'est une notion qui peut être un peu subjective aussi. C'est-à-dire que le fun évolue en fonction des habitudes, en fonction de l'âge. J'imagine qu'à ton âge, tu t'amuses plus aux mêmes choses qui t'amusaient à 10 ans. Quoi. Ça dépend. Logique. Ça dépend. C'est très subjectif. Max, voilà. Moi, ça me fait penser à un truc très bête. Hein. Aujourd'hui, il y a Dark Knight qui sort. C'est le discours. pas de spoil, du je te rappelle. C'est le discours du mec qui dit ça vaut X millions de dollars, donc c'est pas fun. Call of, ça reste fun. Désolé, moi je m'éclate devant ça. Visiblement, ça plaît en tout cas à beaucoup de Non mais voilà, c'est ça. Si c'était pas fun, parce que c'était devenu commercial, excusez-moi, mais ça ne marcherait pas. Mais je suis super d'accord avec Eric sur le fun. C'est-à-dire que tout à l'heure quand je disais il ne faut pas perdre de vue que le jeu vidéo ça reste un plaisir, j'ai parlé aussi du mot expérience, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le dictat du fun, c'est-à-dire genre je suis trop là, c'est génial. Pas forcément, c'est-à-dire qu'il faut que ça te fasse vivre un truc qui peut être je m'amuse, je me marre. D'ailleurs, on se marre assez rarement dans le jeu vidéo. Il y a une émotion, je trouve, qu'on voit pas beaucoup. Généralement, on flippe, on a peur, c'est tendu, etc. Mais on se marre rarement. On aime rarement aussi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'amour et compagnie. C'est un peu dommage. J'espère que ça viendra. Mais Ico, c'est un très bon exemple. Et il y en a d'autres qui racontent des histoires parfois aussi, qui ne sont pas forcément fun, mais qui font vivre quelque chose. Pour moi, c'est vivre un moment. Et je pense, alors c'est un débat que j'avais lancé sur mon Twitter il n'y a pas très longtemps avec mon ami Jean Z, qui est, je me demande personnellement si le mot jeu vidéo aujourd'hui n'est pas limitant. Et si ce mot, il correspond vraiment à ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. Parce que forcément, dans la tête de beaucoup de personnes étrangères, nous on sait, on s'en fout, on appelle ça un jeu vidéo, puis on y met toutes nos définitions, toutes nos références, etc. à l'intérieur. Mais pour les gens extérieurs à ça, jeu vidéo égale jouet, jouet égale enfant. Enfant égale abrutissant, et c'est des débiles qu'on voit sur France 2 3 fois par an avec le phénomène GTA, ils ont découvert, etc. Donc je me demande si finalement, est-ce que le mot jeu n'est pas un handicap? Moi je m'en fous, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Et je veux dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle définition, je sais pas, loisir numérique étant un très bon nom, voilà. Mais non mais blague à part, ça regroupe plus de choses. Cinéma, il n'y a pas de connotation de... À l'intérieur, il y a des films de genre, des films historiques, des comédies romantiques, comédies trop drôles, il y a plein de choses. Le jeu vidéo, forcément, il y a toujours le mot jeu. C'est un peu dommage. Oui, je vais... Ton prénom? Pardon, Sébastien. Merci. Je voudrais revenir sur ce que tu disais sur les émotions. Alors, en fait, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les premières émotions que le jeu fait appel, ce sont les émotions primaires. L'idée, la colère, la surprise. Et en fait, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a des développeurs, des game designers, M. Guénaud, qui essayent de faire appel à des émotions secondaires, un peu plus complexes. Et je me demande si c'est pas un signe de maturité, enfin d'évolution. Tu veux rebondir sur le sujet? Oui. Moi, Ronan. Tu t'appelles? Ronan. On t'écoute. En fait, moi, je me posais la question, c'est au niveau du mot jeu vidéo, si
mais est-ce que c'est pas parce qu'on est sur une période charnière où en fait le jeu vidéo est en train de subir une mutation, où on était certains à jouer à une certaine époque et on cherche à élargir comme le cinéma. Et en fait, le jeu vidéo pour moi est peut-être toujours adapté, mais c'est juste qu'on est on a perdu certains de nos repères dessus, ils sont en train de changer. Et en fait, le jeu vidéo, dernièrement, on a testé des nouveaux sentiments, des nouvelles choses. Est-ce que c'est pas un peu comme le cinéma quand il passait du muet au parlant et tout ça, justement on essaye d'élargir ce spectre? Je me pose la question, alors pas à cause de ça, mais parce que je vois beaucoup de personnes qui réagissent et j'imagine que tu en penses aussi. Alors je pense, les jeux que tu fais, justement, In Memoriam, Hive Minds, qui va sortir à la fin de l'année, est-ce que, entre guillemets, c'est un jeu vidéo? Les gens vont dire oui, mais attendez, il n'y a pas de score, etc. Je pense à des jeux comme Heavy Rain, je pense à des jeux comme Flower, je pense à des jeux où il n'y a pas de points, il n'y a rien, enfin on avance. Je pense à D-Rester, que vous avez peut-être essayé, une journée. Il n'y a pas vraiment de but en fait, on avance, ça. Et les gens, enfin certains joueurs, mais attendez, c'est même pas un jeu. Et j'ai envie de leur dire, effectivement. Et donc il faut, c'est banni, c'est mal. Et c'est là où je trouve que du coup il y a un espèce de truc qui se passe, c'est que alors soit on se dit tous c'est du jeu et machin, et donc on est tous d'accord et on se fout de savoir est-ce que c'est vraiment du jeu ou pas du jeu à partir du moment où c'est sur un écran et qu'on manipule avec ses pouces, ses mains, une souris ou ce qu'on veut, ou est-ce qu'il faut trouver un autre mot? Je sais pas, vraiment je sais pas, hein, mais Je vous laisse, vous voulez... Déjà, tout d'abord, je voulais revenir au clivage que ressentent les joueurs qui jouent depuis 20-30 ans, qui est tout à fait normal en fait, parce que qu'est-ce qui a permis en fait l'élargissement du public des joueurs? Parce que moi aussi, je suis comme toi, je considère que n'importe qui est un joueur, hein, quel que soit le jeu auquel il joue. Il n'y a pas à les juger ou à les différencier, quoi. Voilà. Mais les joueurs, quand même, qui jouent depuis une dizaine d'années, ils ont vu quelque chose. Ils ont vu notamment Nintendo, qui eux se sont demandé fin des années 90, parce qu'ils sont sur le marché des portables et c'était les leaders avec la Game Boy, ils se sont demandé pourquoi sur la Game Boy on a eu à peu près 50% de joueurs féminins, alors que sur les autres consoles, sur Super Nintendo on arrivait à 19-20% maximum sur l'équipe. Et ils ont vu aussi au Japon les Keitai arriver, c'est-à-dire les téléphones portables japonais, où énormément de jeux se sont mis à sortir et ils ont vu un nouveau public jouer à des jeux, c'était des gens qui n'avaient pas de console ce jeu. Et donc, eux, leur problématique, ça a été comment faire venir des nouveaux joueurs à ce jeu vidéo. Et donc, ils ont bossé très tôt sur la problématique. Et c'est pour ça qu'on a eu la DS, on a eu la Wii. Et qu'il y a le phénomène en face des smartphones qui fait beaucoup de mal à Nintendo. Parce qu'ils ont suivi leur public. Voilà. Donc, moi, je comprends quelque part que les joueurs qui jouaient à des jeux plus traditionnels avant, qui étaient beaucoup plus dotés de challenge en fait que les jeux plus grand public, plus casual comme on dit, ressentent ce clivage. Après c'est à cause de ça qu'on a notamment la réflexion sur le mot jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est plus un challenge comme les premiers jeux d'arcade, c'est plutôt une expérience. Et quand on parle de fun, le mot fun, il est encore, comme le mot jeu vidéo, il est restrictif. Parce que quand tu n'es pas forcément en train de rigoler comme un débile devant ton jeu. Parce qu'il est fun, tu peux vivre des expériences qui sont terrorisantes, comme par exemple devant un jeu vidéo, et pourtant les apprécier. Parce que ça reste hors de la réalité. C'est une expérience que tu es en train de vivre, mais que tu peux arrêter à n'importe quel moment. Donc, le jeu vidéo, il a une fonction d'apprentissage, de faire vivre une expérience. Après voilà, libre aux gens de préférer le type d'expérience qu'ils veulent vivre. Ça on est d'accord, je pense. Enfin, je souhaite ne pas rencontrer des gens qui ont adoré Manhunt. C'est une expérience de vie et machin. On t'écoute. Excusez mon coup de gueule par avance. Mais... Alors attends, si tu donnes un coup de gueule, on fait ton prénom, c'est le minimum. Oui. Louis. Voilà, je suis inquiet car ça fait 3 quarts d'heure qu'on tourne un petit peu autour du fun. Donc excusez-moi d'avance. Le fun, donc je voudrais être interpellé directement, Julien. Tu soumettais tout à l'heure l'idée que l'idée de jeu, le concept de jeu, on pourrait peut-être essayer de s'en départir. Peut-être que le jeu vidéo c'est plus juste un jeu, peut-être que c'est autre chose.
Maintenant, moi, j'ai quand même mon coup de gueule vient maintenant. J'ai quand même l'impression que le concept de fun, il y a même un totalitarisme du fun, souvent dans la presse, en général dans la presse, c'est pour ça que je ne peux pas être interpellé. Mais aussi, comme M. Vino le rappelait, les éditeurs demandent du fun avant tout, parce qu'on croit, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais que le fun fait du profit. Et j'ai plutôt l'impression que les game designers, souvent, peut-être ceux qui ont plus de bouteilles, essayent de se départir de ça, de faire quelque chose de nouveau. On en parle depuis 3/4 d'heure. Je sais qu'on est très nombreux à attendre autre chose que du fun dans le jeu vidéo, des nouvelles expériences, des choses nouvelles, des émotions nouvelles. Pourquoi on reste bloqué dans cette histoire de fun? Pourquoi on dit depuis 3/4 d'heure, à plusieurs moments, on répète que le jeu vidéo, à la base, c'est le fun? Non, je ne suis pas forcément d'accord. Effectivement, ça reste, d'une part, ça reste quand même un concept creux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi y mettre dedans. Effectivement, il faut qu'il y ait du plaisir. Si quelque chose est chiant, on n'a pas envie d'y jouer, il faut qu'il y ait du plaisir. Mais est-ce que le fun, c'est pas un concept un peu creux? La deuxième chose, c'est que je pense que les game designers sont bien placés sur cette question, et je suis content je pense qu'on a la chance d'avoir Eric Viennot ici qui peut peut-être nous parler un peu plus de son rapport à la question. Et puis, voilà, je ne sais pas si les jeux d'Eric Viennot sont particulièrement fun, autant que peuvent l'être des Call of Duty ou quoi. Non, mais dans le bon sens du terme. C'est plus près de l'action. C'est plus un compliment dans le sens où je crois savoir qu'Eric Viennot n'a pas essayé fondamentalement de faire quelque chose de fun quand il a fait In Memoriam, quand il a fait Experience 112. Voilà. Tout dépend de ce qu'on appelle fun. C'est toujours la même question. C'est qu'à un moment donné, jouer avec un serial killer, a priori, c'est pas forcément fun. Mais ça peut être fascinant. Ça peut être, on peut vivre des heures dans un univers de ce type-là et y trouver un certain plaisir ludique. Donc ça reste un jeu. C'est vrai que ça reste un jeu. Il faut qu'il y ait à un moment donné on m'a beaucoup reproché, notamment des psychologues, de mélanger la réalité et la fiction. Et à un moment donné, j'ai dit, mais rassurez-vous, tous les gens que je rencontre, j'ai jamais eu de taré et c'est passé à l'acte. Donc, et il dit, ouais, mais quand même, c'est toujours la première question qu'on me pose à propos d'In Memoriam. Et je dis, mais ça reste un jeu. J'ai jamais voulu, d'ailleurs, c'était vendu dans le rayon jeux vidéo, ça restait un jeu. Donc, il y avait le détachement nécessaire pour que les gens sachent bien qu'ils sont dans un jeu, comme quand on fait un jeu de rôle. Il n'y avait pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Donc, effectivement, je crois que tu as réussi à résumer, je te tutoie, excuse-moi, mais en quelques minutes, le cœur de ce qui fait des débats qui durent des heures, qu'on a avec des éditeurs, sur cette notion du fun, justement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des game designers qui ont fait bouger les lignes en disant, le fun, ça peut être ça. Pour une petite fille, les Sims, ça peut être fun. C'est peut-être pas fun pour un gamin de 20 ans, mais pour une petite fille, les Sims, ça peut être fun. Pour des joueurs plus âgés, plus expérimentés, qui ont envie d'avoir des émotions, de jouer, par exemple, on parlait de jouer en couple, tel qu'un Heavy Rain, ça peut être fun. Après, il y a plein de critiques qu'on peut lui faire, je sais que certains l'ont critiqué, et moi-même j'ai un avis aussi sur cette question-là, mais ça fait bouger les lignes, et malgré tout, Heavy Rain, malgré les critiques que certains lui font, a eu un certain succès et a fait bouger les lignes aussi de cette notion du mot fun. Donc, mais on est dans un univers, comme l'a rappelé Julien, très traditionnel. C'est-à-dire que on est pris par, entre les éditeurs, les hardcore gamers très garants d'un certain type de fun, justement. On est pris, innover dans ce domaine-là en ce moment, c'est très compliqué, c'est très dur. Alors le temps passe, je suis vraiment désolé, il nous reste vraiment un petit quart d'heure, je dirais. Donc on va entendre Mademoiselle. Je peux réagir, mais... Belasco, enfin, j'en sais. Moi je voulais juste dire une phrase par rapport à ce qui a dit tout à l'heure. Je pense que on parlait pas tellement de fun, je trouve que c'est un peu résumé très vite tout ce qu'on a dit depuis le début. On parle surtout de ressenti en fait. Parce que le fun, je trouve que ça résume un peu grossièrement, c'est pas la mienne ça résume un peu grossièrement ce qui a été dit, sans vouloir porter offense à lui. C'est vraiment du ressenti. Parce que quand on parle de... Tout à l'heure, ce dont on parlait, Flower ou Journée, c'est vraiment un ressenti.
Enfin, c'est pas vraiment du fun. Restèrent. J'avais pas la banane au niveau quoi. C'est des C'était juste sensations. c'est le ressenti. Expérience. C'est expérience, voilà. Donc le fun, ouais, non, pas forcément. Je pense que ça peut être important déjà de Tu traduire t'appelles le mot. Jonathan, pardon. De traduire le mot fun, ce que ça veut dire en français, avoir un mot qui a une définition assez claire, assez précise. Et cela dit, d'ailleurs, le jeu a une définition vachement complexe aussi. Le jeu, même le jouet, c'est pas... dans la tête des gens, ça rappelle peut-être l'enfance, tout ça, mais c'est aussi beaucoup plus complexe. Et c'est peut-être plus au niveau société que c'est limité. Mais après, dans le terme en lui-même, c'est très très large. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord de dire que le jeu vidéo c'est restrictif par rapport à ce que c'est. Je pense qu'au contraire, ça englobe énormément de choses et qu'on peut encore mettre des choses très différentes dedans. J'espère. Derrière, comment tu t'appelles? Guillaume. On t'écoute. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Douglas tout à l'heure, qui est très intéressant, parce qu'il a parlé en fait d'utiliser le mot challenge. Et en fait, ce qui est important, c'est que je pense que le jeu vidéo, on essaye actuellement de démocratiser effectivement la manière du cinéma. Et c'est vrai que le cinéma, le gros avantage, c'est que n'importe qui peut voir un film. Il y a des films qui sont plus ou moins exigeants, mais je veux dire, si on reste devant le film, il se déroulera sous nos yeux. Un jeu vidéo, c'est interactif. Il faut quand même... Attention. Oui, on peut s'endormir demain. Je cite souvent, c'est vrai, a priori tu as raison, mais en même temps, je cite souvent mon grand-père. Je me souviens, j'étais gamin, les flashbacks, il ne comprenait pas. C'est vrai. Il ne comprenait pas la grammaire du flashback. Mais elle était morte, la fille. Tu es habitué aujourd'hui à des histoires de plus en plus compliquées. Je suis pas sûr qu'un film Inception. Il y a 20 ans, c'est un film qui est vraiment ancré avec des... C'est presque ce film-là, quand je l'ai vu, il est conçu comme un jeu vidéo avec une notion de niveau. On voit toute l'influence justement du jeu vidéo dans le cinéma aujourd'hui. Quand tu vois une série comme Lost, c'est incroyable. Oui, mais je veux dire, on verra le film en entier. Ce que je veux dire, si on le laisse défiler, on le voit en entier. Oui, là je suis d'accord. On peut rester bloqué. J'ai toujours admiré, enfin j'ai toujours... Quand j'ai fait mon premier jeu L'Oncle Ernest, j'admirais les enfants qui arrivaient à le finir. Ils ont quand même un sacré courage, une sacrée patience et persévérance pour arriver à le finir. Alors que tu poses quelqu'un dans une salle de cinéma, il y a quand même des grandes chances qu'il arrive, où il s'endort, où il finit quand même le film, et où il s'en va, mais c'est quand même rare. Alors qu'un jeu arrive à le finir, il faut quand même... Oui, même s'il est bien fait, oui, mais justement, ce qui est amusant, c'est que Nintendo est en train de répondre à cette question par un truc qui a fait un tollé général chez les gamers, qui est que désormais, à partir du moment où tu meurs X fois à peu près à la même zone, tu as un truc dont Donkey Kong, dans les nouveaux Super Mario et compagnie, qui fait que soit il avance tout seul et que tu vois le truc, soit tu es complètement invincible et que tu sautes et que même s'il y a un trou, ça rebondit, etc. Et que du coup, tout un chacun peut finir les jeux. Bah, moi, je trouve ça génial. Ce que je veux dire, c'est que de manière générale, aujourd'hui, le jeu vidéo devient ce qu'on peut appeler une sorte de divertissement, c'est-à-dire que la difficulté est souvent baissée et il y a beaucoup de jeux comme dit Rester où en fait on va mourir ou voilà, c'est des expériences. C'est pas le pourquoi. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la base, le jeu vidéo, dedans il y a le jeu, et si on revient à ce qu'est à l'origine un jeu, par exemple les petits chevaux, c'est pas forcément fun, je veux dire, on peut perdre, on peut rester bloqué pendant 500 tours au même endroit pendant que l'autre avance. Donc, je pense que la vraie question en fait, c'est qu'aujourd'hui il y a peut-être des jeux effectivement qui ouvrent un plus large public. Peut-être que je pense effectivement le mot jeu vidéo correspond plus. Mais pour les gens qui veulent par contre vraiment des jeux, je pense qu'effectivement ils ne se retrouveront jamais dans ces choses-là, parce que eux ce qu'ils attendent c'est un challenge tout simplement. Et je veux dire, il y a des gens par exemple qui adorent Dark Souls, et est-ce que c'est vraiment fun de mourir 800 fois? Bah, les gens trouvent ça gratifiant, c'est quand ils finissent par y arriver, certains masochistes, quand ils finissent par y arriver, ils trouvent ça gratifiant. Et donc, voilà, je dis pas que... C'est totalement la variété du média d'aujourd'hui. C'est juste par rapport à la question du terme de jeu vidéo, c'est que soit on veut vraiment un jeu, et qui dit jeu dit divertissement organisé suivant des règles, on peut échouer, on peut réussir, mais après effectivement le média peut s'élargir vers quelque chose qui serait plus effectivement de l'ordre du divertissement numérique. Mais c'est vrai que le terme jeu vidéo à ce moment-là convient pas. Reda, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, en fait, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit la personne précédente, c'est-à-dire que la vision de hippie qui consiste à dire plus les jeux c'est cool et c'est tous des jeux, pas vraiment en fait, parce que tu as des jeux qui sont vraiment à relier au niveau du passe-temps, tu vois, principalement des trucs genre le Snake où tu es dans les transports et tu t'amuses avec ton vieux Nokia, et à côté tu as des jeux dans lesquels tu as envie de t'impliquer et qui sont peut-être plus à réserver aux passionnés. Alors après, effectivement, peut-être qu'on dirait que c'est des termes différents, alors il y a des gens qui parlent de casual gaming, de hardcore gaming, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une distinction à faire. Et souvent, les petits jeux qui reposent sur les anciennes recettes par les Julien depuis le début, donc genre une manette, un bouton, c'est sympa, ça passe le temps, mais c'est pas forcément ceux qui font le plus grand d'émotion en fait.
Donc je pense qu'on devrait utiliser des termes différents, en fait, sans dire ça c'est du jeu vidéo. On devrait quand même les séparer. Et... Alors derrière toi, il y a un gars qui tous les est jeux juste pas socialisés d'accord. sur Facebook, qui sont plus des jeux de passe-temps, où les gens ils ont leur petite ferme, ils ont leur hôpital et machin, ils font les trucs avec leurs amis. Pour moi, c'est pas vraiment des jeux vidéo. Mais bienvenue chez les ch'tis, il y a un film de théâtre, ça reste un film. On dit pas c'est tel truc, etc. Ça a des genres du cinéma. Non, et puis en fait, on essaie de réfléchir comme mais ça reste une série. Attendez, parlez pas tous en trop. Il ne faut pas forcément essayer de mettre des étiquettes de tout. Parce que dans ce cas-là, chaque étiquette, le problème de ça, c'est que chaque personne n'a pas forcément les mêmes étiquettes, le curseur n'est pas exactement au même endroit. Et dans ce cas-là, chacun a sa définition et tout. C'est bien d'avoir un porte-étendard quand même, un truc un peu... Je suis d'accord, mais tu peux pas comparer Parachute avec Twin Peaks par exemple. Ah bah, c'est la série télé. C'est la série télé. Attendez. Dans ce cas-là, tu es en train de dire la qualité est très importante. Et tu as le discours de tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui essaient de nous imposer des jeux pourris, on est obligé de leur faire des choix. C'est pas pour moi, c'est pas du jeu vidéo, c'est du passe-temps sous forme de jeu vidéo. Attends. Mademoiselle, l'important c'est que les deux existent. Bah ouais, c'est ça. Tu t'appelles Fleur, magnifique. En fait, c'est juste pour revenir sur ce que disait Reda. Ouais. Il y a des gens pour qui les jeux Facebook, ça a modifié leur cycle de vie. Il y a des gens qui time leur journée en fonction de l'heure à laquelle les plantes qu'ils ont plantées dans Farmville, elles vont éclore. Vraiment, qui se lèvent la nuit pour relancer un truc, des actions, etc. C'est des gens qui ont un degré d'implication dans leur vie énorme. Pas trop droit. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ça crée une implication aussi forte, je pense que c'est plus un petit jeu passe-temps. Bah ouais. Voilà. Et pour moi, c'est le même niveau. Que oui, alors moi j'ai passé des nuits et des nuits sur WoW, et ben j'étais autant impliquée que peut-être ma mère sur Farmville. Okay, alors on va terminer le dernier rebondissement sur... Bon, désolé, on n'a pas le temps, ça se termine dans 5 minutes, je suis vraiment désolé. désolé. Je voulais juste dire, Samy, je voulais juste dire deux choses. D'abord par rapport au fun, il y a Jesse Chen, un game designer célèbre qui a écrit un livre, L'art du game design, qui lui dit qu'un game designer c'est un designer d'expérience et que le fun c'est l'une des composantes de l'expérience du joueur, au même titre que l'histoire, la musique, les mécaniques. Et par rapport à ce qu'a dit Eric pour le cinéma, c'est un raccourci rapide, il faut dire qu'un film n'est pas interactif. Parce qu'on s'investit émotionnellement dedans et chaque individu s'investit différemment dans ce film. Donc il y a un rapport émotionnel qui est différent entre chaque personne et du coup il y a presque autant de films qu'il y a de spectateurs, comme il y a autant de jeux qu'il y a de joueurs. Et sans faire un spoil dans le Batman que... Il y a une phrase qui est importante, mais on s'en fout, dans Batman Warrior, il dit pour qu'il y ait du désespoir, il faut qu'il y ait de l'espoir. Sans espoir, il n'y a pas de désespoir. Et vous verrez dans le film que c'est en fait... C'est amené aussi dans le film, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ça qui le rend interactif, c'est qu'il y a des choses que vous allez attendre, et s'il n'y était pas, il n'y a pas cette interaction entre le spectateur qui va y mettre lui-même quelque chose. Et je suis d'accord, alors c'est pas interactif sur le sens où on contrôle le truc, mais on y ajoute quelque chose. Les bons films ou les bons livres, c'est où on prend une part de soi et on la transpose dans l'intérieur. Mais il voulait faire le jeu, On termine très vite, Douglas. Juste un truc, vraiment super. On m'avait dit comment on définit un jeu. Bah, c'est simple, on définit par ses règles. Un jeu d'échecs où chaque pièce peut faire n'importe quoi, c'est plus un jeu, c'est un jouet. Alors est-ce qu'on englobe le jeu dans le jouet comme on englobe le jouet dans le jeu comme on englobe la simulation dans le jeu vidéo? C'est là la question. Déjà, avec le jeu vidéo en général, c'est déjà le terme de on va interagir, on va jouer. Donc le jeu vidéo, on va appeler jeu vidéo parce qu'on va jouer, on va interagir avec un personnage à l'intérieur, avec une histoire, un environnement. Peu importe ce qu'il raconte, peu importe ce qui se passe, il y a un but, voilà, exactement. On commence, on a un petit défi, c'est ce qu'on va devoir atteindre. Donc est-ce qu'on va prendre part à cette aventure ou pas? Et après, peu importe dans quelle situation on est, que ce soit Facebook, n'importe quoi, parce que c'est pareil, le hardcore gaming et le casual gaming, alors moi, ça me passe au-dessus de la tête. Parce qu'un casual gamer, il faut rappeler que ça peut être un très bon joueur, c'est juste qu'il ne passe très peu de temps sur un jeu vidéo, c'est occasionnel, un joueur occasionnel. Un hardcore gamer, c'est un mec qui va rester très longtemps sur du jeu vidéo. Tous les jours, il va y passer. Il y a des mamans qui sont des hardcore. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'on enlève ce stigma de hardcore et du casual gaming
qui n'avaient vraiment rien à voir dans l'univers en disant ouais t'es un casual donc t'es nul, ça veut rien dire. Une sorte de jugement. Parce que le casual gaming peut te mettre un score dans les dents, mais tu t'en rends même pas compte. Et tu l'as comme ça, parce qu'il comprend le jeu et il le connaît. Des propos assumés par les mains. Donc par manque de temps, on avait zéro chose à dire encore. Il nous reste juste 3 minutes pour les nouvelles manières de jouer. Une question. On va quand même aller sur tout à l'heure, en fait, je vois tout le monde parle de plaisir, de fun. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, dans le jeu vidéo, à un moment donné, vous allez peut-être perdre, vous allez peut-être gagner. Donc à la fin, vous allez quand même arriver sur le plaisir. Sauf qu'au moment où vous perdez, vous avez quand même quelque chose qui est apparemment présent dans tous les jeux vidéo, c'est la frustration. La frustration de perdre, la frustration de faire des choses, ou même quand vous jouez avec votre ami, il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc en tant que game designer, est-ce qu'on peut se dispenser de ce sentiment? Est-ce qu'on peut dire à un moment donné, je vais créer un jeu qui n'est pas frustrant? Ah là, il y a quelqu'un qui peut répondre. On t'écoute. Vous parlez du fun, et c'est difficile quand on est game designer, c'est trouver le juste milieu entre la frustration et le plaisir. Et là où on voit la force des jeux Nintendo, moi j'ai vu avec mes gamins, c'est qu'au moment où le gamin il commence vraiment à en avoir marre, il a fait 10 fois le même boss, c'est juste à ce moment-là qu'il va le réussir. C'est le moment où il y a vraiment une courbe qui a été étudiée avec des playtests, etc., où on réussit et on est content de réussir parce qu'on en a bavé un peu. Et après, le dosage, il va changer d'un game designer à un autre. On a eu de longues discussions avec Paul Puisset à propos d'Ami. Lui, il était focalisé sur l'idée qu'il fallait que le joueur en bave. Moi, je disais, attends, moi, mon équipe, etc., quand on a testé, on dit, quand même, c'est quand même un peu hard. Et voilà, et après, c'est son point de vue à lui qu'il a défendu jusqu'au bout, jusqu'à un moment donné, ne pas mettre de sauvegarde dans certains niveaux, ce qui, a priori, aujourd'hui se fait plus, mais c'est un point de vue, il l'a assumé. Mais là, ça va dépendre des game designers, mais c'est vrai que là-dessus, c'est ce qui est le plus difficile quand on fait du game design, c'est d'arriver juste au milieu, les deux sont souvent liés. Tu peux pas réfléchir sans frustration. Oui, voilà, parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas de challenge, donc à un moment donné, une certaine frustration, parce qu'un challenge, c'est il faut à un moment donné que avant de réussir, tu as l'attente, tu as plein d'émotions qui sont avant l'attente, tu as le fait aussi t'as la découverte. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées dans le plaisir de jouer à l'enfance, qui reviennent à des choses qui viennent de l'enfance. Et quand on discute avec des psychologues, ils disent souvent, effectivement, le jeu vidéo, c'est une façon aussi, même pour des adultes, de renouer avec des plaisirs enfantins et des plaisirs qui peuvent être très forts et des émotions qui peuvent être très très fortes. Juste un tout petit point, il y a de plus en plus, alors pour l'instant ils sont très peu nombreux, mais il y en a quand même de plus en plus, de jeux qui n'intègrent plus de notion de game over, plus de mort. Et alors je ne vais pas forcément les dire parce que ça, parfois c'est des spoils sur comment ça finit, mais pour autant, donc il y a pas forcément, la frustration ne se jauge pas forcément à je tombe dans un trou, ou il y a game over, ou ça s'arrête et je recommence en arrière. C'est peut-être sur d'autres éléments où j'aurais pensé pouvoir faire ci, ou ça finit comme ça, etc. Et je ne suis pas persuadé que c'est une obligation forcée d'être frustré, mais peut-être plutôt d'être amené vers quelque chose qui te fait réfléchir d'une certaine manière, qui peut peut-être engendrer une certaine forme de frustration, parce que n'imaginez pas ça comme ça. Comme plein de bons films, il y a une fin qui te remettre en cause le truc et tout, tu vas faire ah, je suis frustré. Et t'es pas frustré d'un échec de ah merde, la bobine elle a pété. C'est juste que c'est pas allé exactement là où doit dans notre tête, tu l'imaginer aller. Et je pense que c'est aussi intéressant. Et c'est là où, une fois de plus, je trouve que c'est super qu'il y ait enfin cette espèce de diversité dans le jeu vidéo qu'il n'y avait pas. Avant, c'était effectivement forcément game over qui sanctionnait ta partie, parce que ça allait jusqu'à ce que tu rates, et puis boum, là t'as les scores qui mettaient tes 3 lettres, là, et puis c'était fini. Maintenant, il y a ça, toujours. Voilà. Il y en a d'autres qui essayent, il y a vraiment cette variété. Et je pense que vraiment, cette diversité est saine. Cette offre permet justement, je pense, de faire plaisir à beaucoup de gens différents, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de joueurs, parce qu'il y a plein de personnes, à mon sens, qui aujourd'hui ne se mettent pas aux jeux vidéo pour plusieurs raisons. C'est un, les manettes, les claviers, les souris, ça les fait flipper. Il y a trop de touches, il y a plein de trucs, ils ne comprennent rien. Deux, je vous mets au défi, même vous, joueurs et joueuses chevronnés, de lâcher certains de nos gros jeux un peu hardcore, HD et compagnie, pendant 3 semaines et vous y remettre. Il va vous falloir 20 minutes déjà
Alors que nous, on a des années derrière nous, et on sait que globalement, les bullet time c'est là, les maniements de la caméra c'est là, mais pour un joueur plus occasionnel, il lâche le jeu, il ne reviendra jamais parce que c'est trop compliqué. Il y a ça, et puis il y a le game over, qui est une sanction que plein de gens n'ont pas envie d'avoir. Ils ne veulent pas être sanctionnés, ils veulent vivre un truc, et puis tant mieux. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait que ça, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, mais il faut panacher. Et plus il y aura panachage d'offres ludiques, comme pour le cinéma. Mais comme pour tout, mais dans la vie, dans les couples, dans tout. La diversité de la variété. La faut Un bon jeu, c'est un jeu qui... Attends. Qui t'a touché? Momo, s'il te plaît, juste derrière. Oui, je voudrais qu'on profite de la présence d'Eric pour qu'il nous parle de son prochain jeu à Atman. Ça va bien. Juste deux petites questions justement, parce que s'il y a bien quelqu'un en France, et là je me dis à Cocorico, qui réfléchit sur une nouvelle façon de jouer, qui applique ses réflexions dans ses jeux, c'est bien lui. Et justement, par rapport à ce qu'il a pu apprendre avec Immémorial et toute la série jusqu'au dernier rituel, s'il y a des erreurs, les succès, les choses qu'il a pu comprendre, qu'il fallait reproduire dans Atman, est-ce qu'il les a comprises et pour Atman, et est-ce qu'il pense pouvoir toucher un public plus large grâce à Atman, puisqu'il faut savoir qu'Immémorial c'était presque un jeu d'art et d'essai, presque un jeu, en tout cas un jeu vidéo d'auteur, ça c'est clair. Oui. Et donc voilà, Immémorial a eu un succès critique, Atman trouvera-t-il un public? C'est aussi une nouvelle façon de jouer aussi, Atman, quelque part. J'en sais rien, comme je disais, on prend des risques et forcément quand on fait bouger les choses, on peut se planter. Des fois on a réussi, des fois on s'est planté. Immémorial, on ne s'est pas planté malgré tout, parce que ça a été un jeu très rentable, on a vendu 500 000 exemplaires. Donc pour un jeu PC de ce niveau-là, c'était un jeu rentable. Il y a eu une suite déjà, ça a permis de faire une suite, qui elle a été moins rentable. Et donc Altman, forcément, on tire d'un jeu Facebook, est-ce que c'est encore un jeu, voilà. Donc, effectivement, on est à la frange. Moi, je revendique le fait que ça reste un jeu vidéo dans le sens où c'est conçu par des gens, avec mon équipe, qui viennent du jeu vidéo. C'est-à-dire que je pense que des gens de télé ne l'auraient pas conçu de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les gens de télé, ils ne connaissent pas le jeu vidéo. Enfin, je caricature, bien sûr, qu'ils connaissent de plus en plus. C'est un problème de génération. Mais souvent, je fais des formations auprès de scénaristes ou de producteurs de télé, et ils me disent, au bout de 2 heures, je parle de jeux, etc., ils me disent, est-ce que vous pourriez nous donner une liste, nous faire en fait un résumé de, comme on pourrait faire un résumé de l'histoire du cinéma, du jeu vidéo. Je leur dis, mais est-ce que vous demanderiez ça à un cinéaste? Jouer, c'est la meilleure façon de connaître le jeu. Je peux d'ailleurs vous donner des jeux accessibles, je vous en donne une dizaine, soit sur iPad, soit sur PSN, etc. Et en fait, c'est un problème c'est le fait qu'à un moment donné, ces gens-là ont du mal à avoir l'idée qu'une histoire peut être interactive, par exemple. Et donc je perds un peu le fil, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'aurait pas été fait de cette façon-là si je pense, par des gens uniquement du cinéma ou de la télé. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il y a, et je le dis à des jeunes game designers, je dis il y a dans ce qu'on appelle le transmédia, il y a des choses à créer qui peuvent être créées par des game designers et pas par des scénaristes de télé aussi talentueux soient-ils pour faire des films ou des séries. Mais dans ce que j'appelle une écriture vraiment transmédia, il y a quelque chose qui est plus du ressort du jeu parce que ça implique des systèmes d'une écriture. Par exemple, il y a un personnage dans Atman qui est là parce qu'il est porteur d'un gameplay. Donc ça, c'est un truc purement qui vient du jeu vidéo. On peut pas imaginer créer un personnage parce qu'il est porteur d'un gameplay quand on fait de la télé. Voilà. C'est l'idée que le gameplay et l'histoire doivent être travaillés en même temps, toujours. Et ça, effectivement, les gens de télé le font pas ou le font peu, ou commencent à le faire parce qu'ils se rendent compte effectivement, et moi chaque fois je leur conseille, si vous voulez créer un univers interactif, venez nous chercher très tôt, pas quand l'histoire est finie d'écrire, quand vous avez déjà toute votre bible, etc. Ça va être difficile d'amener des phases de jeu, ou des énigmes, ou des personnages qui amènent de l'interaction. Ne serait-ce qu'une chose, c'est la place que vous allez assigner au spectateur. C'est-à-dire que contrairement à un film où le spectateur est en dehors de l'histoire, même s'il y a une part d'interactivité dans le film, il reste en dehors
il est dans le noir dans la salle de cinéma. Eh bien moi, le spectateur, je le mets dans la lumière parce qu'il devient le héros quelque part. Il est dans In Memoriam, vous receviez les mails dans votre boîte mail, vous étiez vous-même appelé à aider à l'enquête. Vous incarniez pas un personnage, un avatar, vous étiez vous-même impliqué dans l'histoire. Et donc, c'est ce qui fait la grande différence avec un film. Et je leur dis, il faut la place du joueur, il faut l'assigner très tôt dans votre histoire. Il doit avoir un rôle à jouer. Et peut-être même le premier rôle. Les dernières interventions de la soirée, alors vous inquiétez pas, le débat continue, c'est ça le bonus pour vous ce soir, hein, c'est que ça ne s'arrête pas à la vidéo. On pourra encore discuter avec Eric et Julien. Il faut bien terminer un jour, même si on a tellement de choses à dire. Donc la dernière intervention c'est pour toi et tu t'appelles. Et je m'appelle Adrien. On t'écoute. Moi j'ai une question pour vous, Eric Viennot, je vais un petit peu rebondir sur Altminds. Altminds, c'est une expérience de jeu, je suis désolé, pardonnez mon ignorance. C'est sur quelle plateforme? C'est du cloud gaming? C'est quoi? C'est en fait un jeu qui va se jouer sur le web, donc complètement dématérialisé, avec la possibilité de jouer soit sur tablette. On mise beaucoup là-dessus parce que je pense que de plus en plus de gens jouent sur tablette, mais il y a un style de jeu qui n'existe pas sur tablette qui fait appel justement à ce qui est très pratique sur tablette, c'est des vidéos, des choses qui sont un petit peu plus contemplatives, des recherches sur internet, donc les gameplays se prêtent complètement, le gameplay se prête complètement à la tablette. Donc on a privilégié les tablettes, mais on peut jouer aussi sur un ordinateur de manière plus classique. Et c'est un jeu qui va prendre en compte tous les supports, enfin, le maximum de supports simultanément. Vous pouvez avoir des parties de gameplay qui vont se passer sur votre mobile. Vous allez avoir la possibilité d'être géolocalisé, d'avoir des missions par rapport à la spécificité d'être géolocalisé sur votre téléphone. Mais ça peut être optionnel. Enfin, il y a différents niveaux à la fois d'engagement et de participation et de possibilités en fonction des supports que vous allez utiliser. Mais pour résumer, je vais essayer de faire ça. De toute façon, il y a le trailer qui va passer juste après. Voilà, c'est un jeu d'enquête. C'est en fait, quelque part, on retrouve, c'est le jeu d'aventure, mais tel que moi je le verrais aujourd'hui. C'est-à-dire complètement connecté avec d'autres joueurs en communauté, connecté aux réseaux sociaux. C'est en fait la rencontre entre les réseaux sociaux, le jeu vidéo et la série télé. Vous suivez une histoire, vous pouvez faire que suivre l'histoire, et vous pouvez interagir à un moment donné, parce que vous allez être appelé par des détectives pour mener une enquête sur des gens qui ont disparu. Vous allez avoir une équipe d'enquêteurs qui va aller enquêter dans toute l'Europe. Il y a plusieurs équipes d'enquêteurs. Et il va y avoir une autre équipe qui est la communauté, ce qu'on a appelé la communauté. C'est vous. Et la communauté, c'est en fait l'intelligence. C'est-à-dire vous avez votre ordi, tous les outils disponibles sur Internet pour aider les enquêteurs qui, eux, sont sur place, doivent aller interroger des gens, donc ils n'ont pas forcément le temps de résoudre des énigmes, de décrypter des codes, etc. C'est vous qui allez les aider pour ça. Donc vous êtes appelé par ces enquêteurs, mais vous pouvez pendant, ça va durer 8 semaines, donc c'est en temps réel. Chaque heure, vous allez recevoir des infos des enquêteurs, vous allez pouvoir vous immerger à fond, comme l'ont fait des joueurs dans In Memoriam, qui ont passé des jours, voire des semaines, voire des mois à fond dans l'univers. Vous pouvez, si vous le voulez, faire toutes les missions, vous impliquer à fond et avoir, parce qu'on reprend des concepts un peu de MMO, de l'XP, de finir dans les premiers. Et d'être, si vous finissez dans les premiers, d'être un des héros à votre tour de l'histoire. C'est-à-dire que la promesse qu'on fait, c'est que certains joueurs vont être visibles à un moment donné dans les films de la série que vous allez suivre. Vous suivez une série et tout d'un coup, vous êtes en face de Jack Bauer. Vous avez déjà pu le nommer. Et Jack Bauer, vous avez suivi pendant des semaines et des semaines. Il vous dit maintenant, on va voir de quoi tu es capable et tu vas faire le casting. Donc on va recruter comme ça une 50aine de joueurs, je ne sais pas encore exactement combien. Et la promesse, c'est de dire vous allez passer dans la saison 2 et devenir vous-même un héros de l'histoire. Donc on va très loin justement dans l'idée que le public peut participer à l'histoire à différents niveaux, peut être visible, il peut être Julien, il va peut-être être le joueur de la journée parce que tout d'un coup il y a une mission qui va être super adaptée. Tu vas s'y connaître grâce à Eric. Le jeu à Paris Saint-Germain, ça c'est une bonne mission. Et le mieux effectivement c'est... Alors ce qui m'a rassuré c'est que quand j'en parle ça a l'air très compliqué, mais les gens qui ont fait les playtests ont trouvé ça finalement très simple parce qu'on reprend des interfaces qui sont celles qu'on a
aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment, des systèmes qui sont déjà assez communs. Et ce qui m'a rassuré, c'est justement le fait qu'à un moment donné, les gens rentraient facilement là-dedans et ne trouvaient pas que c'était hyper compliqué. Donc le mieux, c'est peut-être de voir le trailer, même s'il laisse plein de zones d'ombre. Et puis après, éventuellement, je répondrai à vos questions. Tout à fait. Je laisse le mot de la fin à Julien. Ne parle pas du PSG, ni d'OM, s'il te plaît. Mais peut-être d'abord la vidéo d'Eric, comme ça ça reste par rapport à ses commentaires. Il reste en contact. On va lancer maintenant. C'est parti alors. When we first discussed the story, I had no idea there was something so big behind it. Le mettre du son? I never thought that I'd feel so close to the characters, that there would be so many hidden secrets. Tu peux monter la vidéo un peu? I could never have imagined such an intense combination of reality and the virtual world. Catherine! 8 months. We've been on this thing 8 months. I didn't expect following the adventure to be such a great experience. Hello? The authorities moved too slowly for the Foundation, who decided to start their own investigation from scratch. The place where they were reported missing, and the place where they're missing a lot. And in order to do this, we've set up 2 teams of investigators. The Foundation hired 2 teams of investigators to work separately on exploring previously untouched leads. We just looked out the outside and look at right now since this great news. And hopefully it's going to be something. The Foundation is calling on internet users around the world to help with their investigation. The huge satisfaction that the community of internet users have on this kind of research. You will be one of them. You are at the heart of a paranormal thriller in which the twists and turns depend on you. The Foundation has provided a range of tools to help you follow the story and take part in the investigation. You can use these tools to stay in contact with the investigators and participants on a daily basis. You can study and analyze films and documents, take part in missions assigned by the characters, share clues with your friends, and do your own online research. And even take it offline if you want. Emails, text messages, social networks. You can follow the adventure at your own speed on your computer, tablet, and mobile. And if your dedication and talent set you apart from the rest, you too can become a hero in the story. And of course, most deserving will be compensated. At the start of the experience, I had no idea that I could play a role in the story, or that I'd be invited to meet the heroes. Hey. You hear me? The envelope?
fait, c'est un peu c'est un peu le retour à un vieux concept de jeu qui est le jeu de piste, mais en utilisant les technologies d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va laisser le mot de la fin, Julien. Je suis vraiment désolé. Je dirais, puisque la question qui nous rassemblait initialement, alors ça, on a un peu survolé, on a un peu dévié, etc., parce que les différentes manières de jouer, les nouvelles manières de jouer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de manières de jouer, il n'y a jamais eu autant de variétés de jeux. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le jeu vidéo n'appartient à aucun d'entre nous. On n'a pas de droit. C'est pas parce qu'on est joueur depuis peut-être plus longtemps que d'autres qu'on a des droits sur qu'est-ce qu'on appelle un jeu vidéo et qu'est-ce que doit être le jeu vidéo. Contentons-nous de prendre du plaisir avec ce média, qui est un média absolument incroyable, qui procure beaucoup de plaisir à beaucoup de personnes, kiffons, apprécions, jouons, et allons pas faire chier les autres parce qu'ils apprécient quelque chose de différent. Et ça va avec beaucoup d'autres choses que le jeu vidéo. Donc voilà, donc prenons du plaisir. En donnant un dernier petit mot, déjà vous êtes invités à rester, à discuter avec vos invités, donc avec grand plaisir. Donc, on a l'espace pour un peu le temps qu'on veut. Je voulais juste remercier Emo5.com pour toute la logistique, et puis notamment Jean-Sébastien, qui m'a beaucoup aidé pour toute la mise en place de l'événement. Merci. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à en parler, je pense qu'il y en aura d'autres, parce que je vous vois, c'est vraiment des débats passionnants, et merci encore une fois de nous inviter. C'était super de voir effectivement des gens déjà aussi nombreux, et puis aussi passionnés, et avoir des discussions intéressantes et passionnantes comme ça. Ça marche, avec plaisir. Merci à tous en tout cas. Merci. Voilà, vous pouvez rester dans le coin, il y a normalement un serveur qui va venir pour prendre vos bières, ce que vous voulez boire. Est-ce que techniquement c'est possible de créer un compte pour plaisir et se passer la main Oui, bien sûr. Après, on a beaucoup travaillé sur, à un moment donné, je voulais que les gens puissent jouer en groupe. Ça nous posait plein de problèmes, justement liés au temps. Et qu'à un moment donné, comment tu gères le fait que dans un groupe, il y a des gens qui sont en temps réel, donc on a fini par abandonner. Mais rien n'empêche de créer un compte et de jouer à plusieurs. Après, ça posera la question de quel type de ça sera. C'est ce que je veux dire après dans le soft, dans le même, il n'y a pas de restriction de machine. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer simultanément sur tablette et en fait, on peut créer un compte qui soit valable pour les deux. Ça, c'est pas mal parce qu'à mon avis, un hardcore gamer, je veux dire celui qui va vouloir être dans les meilleurs, il va suivre l'histoire s'il a un iPad ou une tablette, il va plutôt travailler entre guillemets ses équipes sur l'ordi parce que là tu as le multi-filtrage, c'est plus pratique d'avoir plein d'outils comme il y avait dans le Montréal sur tablette qui est quand même limité de se passer d'une appli à l'autre. Après, bon, la géolocalisation, c'est d'autres quêtes, d'autres types de quêtes qui vont intéresser certains joueurs. Moi, j'étais
Avec la fumée de cigarette devant, ça fait un effet genre ténébreux, mystérieux. Bon alors, pourquoi c'est pas fun? Pourquoi c'est pas fun? Pourquoi tu trouves pas que c'est fun, les jeux vidéo? Jeux vidéo? Tout à l'heure, ton intervention, tu disais que... Non, je disais pas que c'était pas fun, je disais que c'est une expérience. On a une expérience. On a une expérience générale. Il y aura différentes émotions qui vont être déclenchées. Tu auras l'amour, la guerre, l'envie de tuer, l'envie... Je sais pas, c'est des envies que tu vas avoir durant le jeu. C'est pas forcément du fun, parce que là on n'appelle pas ça du fun, c'est une émotion que tu vas déclencher durant la partie de jeu. Et à ce moment-là, le fun, c'est pas forcément du fun, c'est comment dire, c'est ce que tu vas ressentir. De l'expérience. C'est ce que tu vas aimer dedans. C'est plutôt l'émotion que tu aimes travailler dedans. Donc le fun, je pense qu'on l'a trop répété dans le débat. Je pense que dans le débat, c'était trop un point central. C'était trop répété, alors que de toute façon... Qui n'était pas vraiment le point central à aborder. De base, le fun, on l'a dans le mot jeu. C'est un jouet, c'est de l'amusement. Jouer, c'est ludique. C'est ludique, c'est voilà, du fun. Mais le jeu vidéo, ce qu'il y a de différent, c'est que tu interagis avec. Et ça, tu ne retrouves pas ça dans un jeu... Enfin, tu interagis, mais à l'écran, dans quelque chose de virtuel. Tandis que d'habitude, tu vas interagir avec des choses réelles. Là, c'est virtuel. Tu vas voir une histoire et c'est toi qui vas la faire évoluer plus ou moins à ta manière. Parce que tu es quand même guidé par le game designer et tout ce qu'il y a derrière. Oui, puis mais voilà. Ouais. D'accord. Donc c'est là qu'en fait tu trouveras ton fun à toi, qui peut être l'amour, la peur, le stress, c'est l'émotion. L'envie de finir, l'envie de gagner. Comme les films, t'as pas forcément de fun dans un film. Ça va te prendre plus la tête qu'autre chose, ça va être philosophique. Comme comme il disait Ico et Shadow of Colossus, où c'est plus poétique. C'est une histoire un peu plus dramatique, un peu mélodramatique même on peut dire. Et puis en plus je pense que le fun, ça dépend de... Le fun c'est pas... Une définition, c'est chacun sa définition. Tu vas aimer ce jeu parce qu'il y aura quelque chose dans ce jeu qui... Tu dis j'aime bien ce qu'il y a dedans, c'est l'expérience, j'ai bien aimé dedans. Et tu vas en raconter à tes potes en disant waouh, les paysages sont magnifiques, je me suis vraiment sentie dans l'univers, c'était immersif. Du moment que c'est immersif, là ça marche le jeu. Et là tu as plein de notions de fun, tu vis vraiment la chose. C'est ça qui est fun en fait. Et le fun, c'est que c'est pas forcément du fun, c'est que tu interagis avec quelque chose, tu as un poids dans l'histoire ou même dans l'univers dans lequel tu vas évoluer. Parce que si l'évolution, tu vas vivre une partie de la vie avec ce personnage-là, tu vas évoluer avec lui, tu vas souffrir avec lui, parce qu'il y aura des heures de jeu, des passages assez hardcore. Et là, tu dis, c'est ça qui est beau, c'est ça que tu vas vouloir comment dire, ressentir dans les jeux en général. Et on parle trop de fun alors qu'en fait c'est pas le fun, c'est l'expérience qu'on va en tirer du jeu, ce qui va nous apprendre et qu'est-ce qu'on aura envie de voir dans d'autres jeux, dans d'autres genres de jeux quoi. Puisqu'on parle pas de fun, on parle de genre. Tu auras le genre action, aventure, réflexion, simulation. C'est des genres qui n'en ont rien à voir. Et tu vas pas forcément peut-être avoir du fun dans un certain jeu. Tout à fait. Quelque chose qui va te plaire. Genre les jeux de simulation, dis-moi où est le fun, à part peut-être Farm Simulator, tu t'amuses à farmer le plus rapidement possible. Tu construis, tu construis et le fun, tu vas peut-être te trouver en martyrisant tous tes citoyens. Tout à fait. Mais c'est un autre genre de fun, alors qu'à la base, c'est pas celui qui est prévu pour le jeu. La règle à la base, c'est essayer de faire évoluer ta ville et évite de pas mourir, quoi, de faire crever ta ville. Et là, c'est pas la même chose. On implique une responsabilité, une règle à respecter. Si tu la respectes pas, c'est pas forcément dans la règle de jeu, mais ce qu'il y a d'intéressant avec le jeu vidéo, c'est que tu as un mécanisme émergent qui est possibilité d'avoir du fun en balançant des catastrophes parce que tu te considères un peu comme Dieu. Et aussi ça, tu es un peu Dieu, tu es le marionnettiste de chaque jeu.
voilà. Ok, bah écoute, merci pour ton analyse de cette conférence. Mais pour continuer dans le débat par exemple, qui était qu'est-ce qu'on voit dans l'avenir du jeu vidéo, il va être plus proche du réel. Parce que finalement, à un moment donné... Qu'est-ce que tu entends plus proche du réel? Tu vois l'évolution du jeu vidéo aujourd'hui. On va adapter déjà les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux d'aujourd'hui. Donc déjà, les graphismes sont poussés à un niveau de réalisme ouf, de plus en plus. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on voit apparaître des acteurs vraiment, et pas de la 3D. Comme dans certains films récents qui sont sortis, où tu as des mecs qui commandent d'autres vrais humains pour jouer avec, ou FPS. Tu as déjà des films qui ont été déjà faits. Ouais, c'est ce dont je parlais. Une possibilité d'avenir. Ouais, la tablette risquera d'être toujours parmi nous, parce que la tablette, ça va être l'équivalent du téléphone, smartphone, et l'ordinateur sera réduit un jour à ça, même nos consoles, il ne faudra pas se leurrer. Dans le futur, ça va être minimalisme, et on n'aura plus de... Ça va être tout dématérialisé. Toi, tu penses qu'on avance vers le tout dématérialisé? On va avancer là-dessus. Pas tout de suite. Nous, on va peut-être pas vivre ça. On va peut-être le vivre très tard. Mais on va pousser à... Tu parles carrément sur 20 ans Moi, je te parle vraiment dans le futur. Ce que je vois, c'est que le jeu vidéo, comme on le connaît aujourd'hui, va vraiment changer. Ça va plus être la même chose. Déjà, tu interagis avec ton corps, qui nous dit qu'un jour, tu vas rentrer peut-être dans cet élément irréel avec... Alors déjà, là, avec ton corps, avec la Kinect, il y a un problème avec moi avec la Kinect, c'est que j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, j'ai pas envie de faire du sport. Oui. Au bout de 10 minutes, je suis là, à force de faire... Qui nous empêche un jour de rentrer dans une salle, une grande salle, avec rétroprojeté dedans, tout un tas de choses interactives, des armes qui vont être faussement réalisées, et tu vas jouer à un paintball interactif complètement. Tu vas perdre des vies, tu n'auras plus d'armes, tu ne pourras pas les réutiliser le temps, ça va être vraiment... regarde un laser game et imagine-le, sans ton équipement, ce sera que de l'interactif. Une sorte d'holodeck de Star Trek. Des rétroprojections. Moi, tu vois, je crois plus en ça, tu vois. Une rétroprojection tactile, tu vois. Là, on part... et ça peut être possible parce qu'on a déjà des tests qui sont prouvés. Enfin, après, il faut que chacun se renseigne. Parce que tu as beaucoup de choses qui ont été faites où tu auras la projection tactile qui commence à arriver. Ça existe, tu auras des caméras qui vont capter ton mouvement et qui vont capter le mouvement que tu vas faire, qui va permettre de voir que tu interagis avec l'élément qui est en survol. Oui, c'est vrai, ça y est déjà. Ça existe déjà. Mais de toute façon, la Kinect, c'est ça. Elle repère ton interaction dans l'univers. Et un jour, tu seras dedans. C'est possible. Une super géode avec une énorme Kinect. Bon, on sera peut-être pas Matrix, j'espère pas, parce que ce sera un peu la merde, mais c'est ce qui pourrait être possible, Matrix, un futur possible. De vivre dans un jeu vidéo qui est en fait la vraie vie. Parce que le jeu vidéo va peut-être sauver le monde, le jeu vidéo va peut-être sauver le monde. Bah oui. Mais écoute, sur cette phrase... Évoluons, imaginons, voilà, créer. Vers le monde sauvé par le jeu vidéo, devant le bar de la fin du monde. Merci, Anissa. Agnès et Kai pour vous servir. À bientôt. À bientôt.